Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez vu, on va mettre nos palmes et notre tuba et on va aller sous l'eau. Alors, trêve de plaisanterie, on va vraiment aller au fond de l'océan. Vous l'aurez vu sûrement dans le titre de la vidéo. On va parler aujourd'hui d'un jeu exclusif à la Sega Saturn. On va parler Deep Fear. Alors, c'est une vidéo review puisque j'ai fini le jeu, mais en fait, la vidéo, elle va être un peu plus longue que d'habitude. Ça va s'articuler en deux pans. On aura la review, donc mon avis sur Deep Fear, et forcément, je vais devoir l'opposer et la poser face à Resident Evil. C'est forcément un passage obligatoire puisque, voilà, Deep Fear, sa conception en lui-même, son existence, elle est quand même grandement corrélée au fait que Capcom a créé Resident Evil, voilà, quelques mois auparavant. Sur ce, c'est parti. This is Rainbird. Eldridge, do we read? This is Eldridge. Floating object discovered. Thought to be part of the cage. Point N17E158. Roger, Rainbird. Did the cage sink to the bottom? That's very possible. Rainbird, drop a buoy at the point and come back. We'll have the safeguard strobe. Roger. On va faire un petit point de vue historique. Donc, on se retrouve en 1996-97 au Japon, un Deep Fear. Voilà, que je possède ici. Donc, voilà, version Sega Saturn japonaise, donc sortie en 1997 au Japon. Pour l'anecdote, c'est le premier jeu import Jap que j'ai acheté dans ma collection en fait, puisque c'est avec la Saturn et grâce à la Saturn que je me suis mis à l'import Jap. Et c'est le premier jeu que j'avais acheté à l'époque parce que en fait en PAL, il est pour l'anecdote, la version PAL de ce jeu, elle est sortie en 1998, donc sur Sega Saturn chez nous, et c'est le dernier jeu à avoir été localisé en PAL, puisque après Sega a complètement lâché la Saturn en Occident. Du coup, il y a eu très peu de copies de sortie de la version PAL et du coup, sa cote est élevée déjà à l'époque. Dans les années 2012-2013, c'était déjà un jeu qui allait chercher un bon petit prix, déjà 150, 200 euros. Donc à l'époque, je refusais de le prendre et au final, aujourd'hui, vous allez voir sa cote, ça a plus que doublé. On est entre 400 et 500 euros suivant les états. Donc c'est de la folie. Donc pour la collection, voilà, j'ai cette version japonaise. Alors, moi, je l'ai fait sur la version PAL grâce à mon Saro, donc intégralement en anglais. Il faut savoir que cette version, donc les voix sont en anglais, mais évidemment tout ce qui est texte, c'est en japonais. Donc ça reste faisable, je pense, dans cette version, mais c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc j'ai pu heureusement jouer donc, à la version PAL, on va dire occidentale. Ça m'a permis de le faire, mais voilà. Donc, Deep Fear sur Saturn. J'en profite pour vous montrer, voilà, du coup, ici, le Biohazard, donc Resident Evil 1, ici toujours en japonais, sur Sega Saturn, et je possède bien sûr la copie PAL de Resident Evil sur Saturn, donc sortie
ici en 1997 hein, sur Saturn, hein, puisque le jeu est sorti sur PlayStation en 96. On y reviendra plus tard. Donc, voilà, Deep Fear, il arrive un peu comme ça, c'est une exclusivité de la Saturn, c'est un peu une tentative, je dirais, désespérée de Sega de répondre à Capcom et à ce monstre, ce monument, ce chef-d'œuvre. Voilà, c'est mon épisode préféré. Souvent copié et jamais égalé. Hein. Et voilà, et la PlayStation qui à l'époque a tout emporté sur son raz-de-marée, lui, il n'y est pas pour rien. Et donc, voilà, Sega à l'époque, ils ont tenté de faire quelque chose avec la Saturn, essayer d'avoir leur propre survival horror. Voilà, avec Deep Fear. Savoir pour l'anecdote que Resident Evil 2, hein, qui est donc sorti sur PlayStation, le développement vraiment initial au tout début était aussi prévu sur Saturn, mais il a vite été abandonné pour diverses raisons. Notamment que la console avait des limites techniques par rapport à la PlayStation. Le développement que Capcom voulait lui apporter, plus j'imagine le business model, en voyant les ventes catastrophiques de la console en Occident, malheureusement. Ils ont fait le choix de l'annuler assez rapidement. Et donc du coup, voilà. On a Deep Fear. Alors, comme je vous l'ai dit, il sort en fin de vie. C'est un peu dommage parce que voilà, c'est une exclusivité. J'ai fait le jeu. C'est pas un très grand jeu, mais il apporte quand même des choses sympathiques. On va voir ça en détail. Et je pense que s'il était sorti aussi sur PlayStation, bah, il aurait peut-être mieux marché et qui sait, il aurait peut-être pu avoir une suite. Mais bon, voilà, on va pas refaire l'histoire. Donc Deep Fear, voilà, représente. Donc ça se passe au fin fond de l'océan. C'est un concept qui est pas mal fichu, donc c'est du survival horror. Hein. C'est vendu en tant que tel, mais on va voir que le côté horror, d'accord, il y est, mais le côté survival, bon, c'est pas trop ça. Il a une difficulté relativement accessible. En fait, donc, on se retrouve au fin fond de l'océan dans une grosse infrastructure qui est top secrète, hein, comme d'habitude dans ce genre de jeu. Et c'est vraiment un écosystème qui vit au fond de l'océan Pacifique. Et on va incarner John Mayer. Je vous mettrai une petite capture de notre ami John. On regardera son outfit. Ça vous rappellera un certain Chris Redfield de Resident Evil 1. Il y a juste les couleurs qui changent un peu, mais bon, on connaît l'inspiration. Donc c'est un jeu qui se joue, voilà, décor en 2D précalculé, hein, caméra fixe avec des personnages en 3D, donc on joue avec les commandes 10 commandes tank hein, à l'ancienne. Donc voilà. Et donc voilà, il se passe certaines choses, je vais pas vous spoiler l'histoire, mais le scénario est pas trop mal fichu. Je trouve qu'à la fin, finalement, on a des révélations vraiment à la toute fin du jeu et ça retombe pas trop mal sur ses pattes. Alors pour le coup, là, c'est pas une histoire de virus, mais plutôt de parasites, bactéries, voilà, ce genre de choses. Bon, la finalité reste la même, au lieu d'avoir des zombies, vous n'aurez pas de zombies, mais des humains qui se transforment en créatures, voilà, et qui vont évidemment vouloir vous tuer, donc là, vous pouvez vous en débarrasser pour survivre et évoluer dans cet écosystème. Et donc voilà, donc vraiment le scénario est pas trop mal fichu, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment elle se prend à la fin du jeu, on a des révélations qui en fait s'inspirent de faits réels en fait qui ont été voilà remodelés pour le jeu et c'est pas trop mal fichu honnêtement. Ça change un peu du Umbrella Corp voilà qui veut contrôler le monde, qui crée des armes biologiques, enfin vous avez compris. Et de ce point de vue là c'est pas trop mal. Franchement c'est pas trop mal. Maintenant, il y a plusieurs choses. Le fait de vouloir proposer quelque chose qui se passe au fond de l'océan, c'est bien parce que ça donne un effet un peu claustrophobe. Voilà. On sent vraiment que on est vraiment. Alors on n'est pas tout seul parce qu'il y a d'autres PNJ voilà, dans l'installation, mais on sent qu'on est que du monde et que voilà, ça va être compliqué de venir nous aider, même si le scénario fait au début qu'il y aura une intervention externe qui va venir. Mais voilà. Le level design, on va vite se rendre compte. Déjà là, ça coince. Moi, je trouve que les développeurs ont été un peu limités par leur propre idée du concept. C'est que bien souvent, vous allez aller dans une zone et en fait, toutes les zones vont se ressembler dans leur conception. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être toujours forcément des zones avec différents étages. Vous aurez généralement à chaque fois un ascenseur et puis vous avez le premier étage, deuxième étage, troisième étage avec différentes pièces, etc. Et puis vous faites des allers-retours. Vous devez déverrouiller des zones, etc. Et à chaque fois que vous allez dans une nouvelle zone, c'est toujours un peu le même pitch. Il y a un étage, deux étages, trois étages. Alors parfois vous n'aurez pas d'ascenseur, vous aurez des échelles pour communiquer. Alors vous allez d'un point A à un point B pour atteindre l'échelle qui va vous permettre de descendre ou de monter
dans la zone suivante, etc. Et au final, c'est toujours voilà, un level design sur étage, un peu comme un château de cartes. Et ça, c'est un peu redondant, on va pas se mentir. C'est quelque chose qui m'a vite fait frapper assez rapidement dans le jeu, donc ça, c'est un peu limitant. Ensuite, les énigmes. Parce que oui, il y a des énigmes, etc. Autant vous dire que comparé à Resident Evil, c'est... Voilà, c'est ridicule. Les énigmes, c'est vraiment très sommaire, ça demande pas une grande réflexion. Honnêtement, ça se fait relativement bien, c'est pas très dur. Et surtout, là où le jeu, on va dire, il pêche, c'est donc, comme je vous l'ai dit, l'aspect survival. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est soins, et donc munitions, en gros, vous avez un accès limité, c'est-à-dire que vous avez des endroits bien spécifiques où vous pourrez récupérer des soins et des munitions, et en fait, vous avez juste à chaque fois, dès que vous êtes à court, vous appuyez sur le bouton et vous avez tout de suite munitions à fond, en fait. Ce qui fait que vous tombez jamais en rate de munitions, c'est impossible, jamais en rate de soins, c'est impossible, donc du coup, l'aspect survival, il en prend un coup. Pareil pour les sauvegardes, vous pouvez sauvegarder de manière illimitée, alors c'est dans des endroits bien spécifiques. Voilà, c'est en fait... Ça utilise, si vous voulez, parce que vu qu'on est sous l'eau, il y a des parties immergées, il y a des parties non immergées, et on utilise un système de ventilation qui parfois est contaminé du fait du parasite et des créatures, qui comporte un masque, donc un masque sous l'eau et un masque pour l'air quand on est dans une zone contaminée. Donc le niveau d'oxygène il est chronométré et il descend, et donc quand au départ c'est endommagé, quand on répare le système, après on peut à chaque fois rafraîchir l'air de la zone pour avoir un air propre. On peut recharger nos différents masques qui ont une durée de vie limitée pour pouvoir respirer avec le masque, et d'ailleurs ça sert aussi d'outil de sauvegarde. Donc à chaque fois que vous avez un panneau, voilà c'est des panneaux orange, vous savez que vous pouvez sauvegarder. Donc pareil, sauvegarde un peu illimitée. Donc tout ça, l'aspect survival, ouais, on est plus sur un jeu action horreur, action entre guillemets. Même si voilà à la fin ils sont complètement lâchés, notamment voilà au niveau de l'arsenal, on est quand même bien plus restreint que Resident Evil. On n'a pas d'armes blanches, pas de grosses armes type lance-grenade, lance-roquette. C'est vraiment des armes à feu, donc on a voilà pistolet 9 mm, fusil à pompe, mitraillette, fusil d'assaut grosso modo. Par contre on peut jeter des grenades à la main, ce qui n'était pas possible à l'époque dans RE, puisqu'on avait le lance-patate. Donc ça c'est pas mal. Une petite note aussi qui m'a frappé, niveau caractère design. Quand je suis arrivé au boss de fin, voilà, je vais pas vous spoil pour ceux qui l'ont pas fait, hein, donc le jeu est sorti en 1997, on voit que Capcom, ils ont quand même pris le temps de regarder ce qu'avait fait, entre guillemets, la concurrence, et voilà, ils ont fait le jeu, ils ont regardé. Parce que ce qui m'a frappé, en fait, voilà, pour les connaisseurs, ils auront une idée de ce que je veux dire, je suis arrivé au boss final, et voilà, le combat se déroule en deux faces, hein, c'est en deux faces, c'est scripté. Et en fait, le caractère design du boss, avec, voilà, donc il a deux transformations. Première chose qui m'est venue en tête, avant que le combat commence, je regarde la cinématique, je me dis, on est dans le manoir Ashford, là, on est sur Code Veronica, ou c'est comment en fait? Sachant que Code Veronica il est sorti après, donc vous avez compris, je vous spoil un peu, voilà. Ceux qui connaissent Resident Evil et qui ont fait Code Veronica plus d'une fois, le combat contre Alexia à la fin vous connaissez, et bah voilà. Je spoil un petit peu, mais le boss final de Deep Fear, voilà, ça ressemble, donc en fait, Capcom s'est inspiré un peu du boss de Deep Fear, je pense. Enfin, en tout cas, il y a une forte ressemblance pour le combat avec Alexia à la fin de Code Veronica. Voilà, je referme la parenthèse. Donc voilà. Après, notre personnage, donc John, au final, c'est un peu un personnage, comment dire, qui se fait un peu mener en bateau à droite à gauche, puisqu'il suit les ordres, au final, un peu aveuglément, comme un bon soldat. C'est un ancien Navy Seal, donc voilà. Il a pas trop d'expression en fait, donc on a un peu de mal à s'attacher à son histoire parce qu'au final on nous montre quelques bribes de son passé mais pas tant que ça. Donc voilà, après le jeu a une particularité, après vous me direz c'est logique, je ne vais pas vous spoil, mais on croise beaucoup de PNJ qui vont essayer de nous aider, évidemment. Voilà, si vous avez l'habitude de ces jeux, vous avez compris ce qu'il advient de ces PNJ, et c'est un schéma qui se répète tout le temps dans le jeu, donc à la fin aussi c'est un peu redondant. Par contre, là où je veux souligner aussi une grosse différence avec Resident Evil, et que c'est une réussite de ce point de vue, en tout cas moi je trouve,
c'est que ce qui fait aussi la force de RE, en partie, mais pas que, c'est son OST en fait. À RE, c'est qu'on a toujours des thèmes, des musiques vraiment marquées suivant les zones où on est, les save rooms. Dans le 1, voilà, on a le manoir quand on arrive au poste de garde, tout de suite on a la petite musique qui change, là on sait que on avance dans le jeu, on change de zone, etc. Et en fait, Deep Fear, il a le parti pris de prendre, c'est-à-dire tout à l'opposé, c'est qu'en fait, il n'y a pas de musique. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il n'y a pas de musique? Et ben, en fait, c'est très simple, et c'est là où ils sont assez forts. C'est comme on est dans un environnement clos, au fin fond de l'océan. Comme je vous l'ai dit, ça fait un peu claustro comme ça. Ils essaient de nous l'avoir fait ressentir de cette manière, dans le sens où il n'y a pas de musique à proprement parler lorsqu'on joue, qu'on est en gameplay. Du coup, les seuls bruits qu'il va y avoir, c'est, comme je vous l'ai dit, le système de ventilation qui est vraiment l'élément central du jeu, en fait, où vraiment tout est fait autour. Donc on entend l'air, voilà, les effluves d'air, les écoulements des eaux aussi, parce que même si comment dire, la structure est censée être hermétique, on a quand même des endroits où il y a de l'eau, voilà, quand on est dans les zones inondées, etc. Donc on a les écoulements des flux, c'est pas mal fait, et en fait ce qui vient faire le lien de tout ça, c'est quand on entre dans une zone et qu'il y a des mobs, en fait ce sont le bruit des mobs, parce qu'ils sont dès que vous entrez dans une zone et qu'il y a des mobs, vous le savez, parce qu'en fait ils poussent des rugissements, des cris, et donc vous savez, voilà, que là, il y a de l'ennemi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez bien fichu pour l'époque, c'est plutôt pas mal foutu. C'est un bon point, et ça donne vraiment du cachet à l'ambiance générale du jeu. Qui en plus, comme je l'ai dit, je vais pas vous spoiler l'histoire, mais qui a quand même un scénario vraiment intéressant. Pour le coup, mais vraiment, faut aller à la fin du jeu en fait. Et à la fin, voilà, il y a vraiment des révélations et on s'y attend pas forcément. Et ça retombe bien sur ses pattes. Après, aussi ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas forcément évident. La première fois que vous lancez le jeu, quand vous avez la cinématique d'intro, en fait, ben voilà, il se passe des événements. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on démarre le jeu, donc on prend les commandes de John, et les événements qui se passent dans la cinématique d'intro, en fait, c'est deux timelines différentes et c'est pas forcément, ça saute pas forcément aux yeux. Moi, je m'étais fait avoir au début, j'avais pas compris. Donc ça, il faut prendre le temps de l'assimiler et après, en fait, tout vraiment s'embrique pas trop mal. À noter que le jeu, à l'époque, il est sorti donc en 2 CD. On est sur un jeu à l'ancienne, donc backtracking, forcément. Ok, c'est partie du jeu. Mais ils ont complètement craqué. Au début du 2e CD, franchement, il y a une séquence. Ça dure un moment en fait où il faut aller chercher des objets. On va avoir un PNJ qui nous dit bah il faut aller chercher l'objet, il est là, tu vas chercher l'objet. Ah oui, mais non, il est pas là. Du coup, on revient voir le PNJ. Ah bah oui, bah du coup, il y en a peut-être un autre endroit. Du coup, on va à l'autre endroit. Puis on nous dit ah bah oui, il est là, mais du coup, il faut un autre objet. Enfin, vous avez compris. C'est vraiment infernal. Et c'est ultra redondant et franchement j'ai failli le jeu, il a failli me tomber des mains pendant cette partie-là. C'est une histoire de peut-être 1 heure et demie de gameplay où en fait l'histoire n'avance pas et on fait du backtracking sur du backtracking. Alors encore une fois, c'est la formule d'époque qui veut ça, mais là c'est vraiment poussé à l'extrême et j'avoue que c'est vraiment un passage pénible. J'ai pas pris de plaisir à ce moment-là et c'est bizarre parce que c'est vraiment lorsque l'on finit le CD1 qu'on arrive au CD2, dès les premières minutes, en fait, on ressent un changement dans la narration et ouais, c'est pesant. Honnêtement, c'est très pesant et on a juste qu'une hâte, c'est d'avancer, enfin voilà, d'avancer, d'avoir une révélation dans l'histoire, enfin d'en finir avec ces histoires de aller chercher ceci, cela, à n'en plus finir parce que voilà, c'est vraiment un gros point négatif. Donc après, encore une grosse différence dans sa conception, c'est que comparé à RE, il y a beaucoup plus de cutscenes dans Deep Fear. Alors elles sont un peu mal réparties par séquence, vous en allez avoir plusieurs qui s'enchaînent, puis après vous avez plus rien pendant un long moment en fait. Ça c'est un voilà. Mais il y a beaucoup plus de cutscenes, je pense que c'est ce qui aide aussi à donner vie au scénario. Et malgré que voilà, c'est pas des cinématiques en temps réel, mais c'est pas non plus de la synthèse. C'est un bon compromis entre les deux et je trouve que là-dessus elles sont plutôt chouettes. Alors du moins au niveau visuel, puisque l'audio. Après, vous me direz, c'est peut-être l'audio de la Saturn d'époque, c'est un peu compressé, alors les voix, c'est pas toujours tip-top, mais en tout cas, visuellement, c'est plutôt chouette, c'est plutôt joli, et je trouve que c'est plutôt bien foutu, en fait. Et d'ailleurs,
on critiquait souvent la Saturn, que c'était une console pour les jeux en 2D. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'elle a une architecture pensée à la base pour la 2D, mais voilà, on a fait de la 3D vite fait parce que c'était le move de l'époque. Quand même, elle s'en sort pas trop mal, honnêtement, c'est ça qui me bluffe aussi. Et que voilà, ce que je disais en préambule, c'est que c'est un jeu, je pense qu'il serait sorti aussi, alors forcément c'est du Sega, donc ça pouvait pas être le cas, mais admettons, il serait sorti aussi sur PlayStation, je pense qu'il aurait pas trop mal marché, hein, et je pense qu'il aurait pu avoir une suite, hein, honnêtement, parce que le concept il est pas mal. Après, voilà, le souci c'est qu'il est vendu comme un survival, et voilà, si vous me dites survival, c'est que il faut économiser ses cartouches, etc. Or là, vous vous rendez vite compte que vous tomberez, comme je vous l'ai dit, jamais à court de munitions. Donc ça flingue un peu le truc, mais hormis ça, voilà, il y a quand même beaucoup de points positifs. Il y a du négatif, forcément. Donc pour moi, ça reste un jeu qu'il fallait que je fasse, absolument. Je suis content de l'avoir fait, j'aurais mis longtemps à le faire, parce que voilà, on est en 2026. Mais voilà. Deep Fear, pour moi, ça reste un jeu, du moins une exclue du coup de la Saturn, qui a le mérite, voilà, d'être entre guillemets un jeu qui vient se mettre un peu en face de RE, mais qui essaye, voilà, de se démarquer, et c'est pas trop mal fichu, honnêtement. Alors le problème, c'est qu'il a qu'une seule fin au niveau du scénario. Donc quand vous l'avez fini une fois, voilà, il n'y a pas de rejouabilité, donc voilà, je reviendrai pas dessus, puisqu'en plus on joue qu'un seul personnage, hein, c'est pas. Il n'y a pas Chris ou Jill ou Claire ou Léon, enfin voilà, vous les avez compris. Ou Claire et Chris. Mais voilà. Ce que je vous propose, c'est on se fait une petite conclusion. Bon voilà les amis, on arrive vers la fin de la vidéo, donc comme je vous le disais, Deep Fear pour moi ça reste un jeu plus que correct. Si vous aimez les survival, du coup horror, on va dire les jeux d'horreur à l'ancienne commande tank, type Resident Evil, type Dino Crisis aussi du coup. Vous l'avez jamais fait, je vous le conseille, c'est à faire au moins une fois, vous verrez, voilà, il y a à boire et à manger dans le jeu, mais c'est pas un mauvais jeu, franchement. Il y a quelques passages voilà, qui sont un peu ratés, mais globalement, il est vraiment sympathique. Comme j'ai dit, moi, c'est un jeu que j'aurais mis longtemps finalement à me mettre dedans, mais je regrette pas, je suis content de l'avoir fait. Et j'en garderai quand même un beau souvenir, parce qu'il se met dans un créneau de jeu d'époque où il n'y avait pas non plus énormément sur le marché. Donc voilà, en plus, en exclusivité sur Sega Saturn, donc c'est pas commun pour le coup. Donc voilà, les amis, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez connu, si vous le découvrez à travers cette vidéo. Voilà, si vous l'avez fait, si vous comptez le faire, si vous... Voilà. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. C'était Rétro Solide. Ciao, ciao. What's going on? Snake?